hier des premiers ex-otages lors de la première libération. Tout d'abord, un mot sur les informations dont vous disposez, vous, ce soir sur place. Qu'est-ce qu'on sait de plus à 23h22 ? Alors on connaît le nombre d'otages très précisément qui sont sortis de la bande de Gaza et qui ont pu rejoindre le territoire israélien. Vous savez que les autorités sont très prudentes et ne donnent pas de liste précise avant de savoir qui précisément a rejoint le territoire israélien. On sait qu'il y a 4 Thaïlandais qui sont sortis et 13 Israéliens, dont 8 enfants, des jeunes, des adolescents aussi parfois. Ils sont âgés entre 3 et 18 ans. Les autres otages libérés ce soir côté israélien, ce sont essentiellement les mères de ces enfants, avec souvent des histoires déchirantes quand on regarde l'historique et le profil de toutes ces personnes, de tous ces jeunes également, parce que les personnes qui ont été libérées ce soir, un certain nombre d'entre elles ont encore des proches qui sont détenus du côté de la bande de Gaza et puis souvent ont eu une partie de leur famille qui a été décimée. Beaucoup de ces otages qui sont libérés ce soir étaient originaires du kibboutz de Be'eri où il y avait eu 85 morts au moment de l'attaque du Hamas. Israël donne une information également ce soir en disant que le Hamas n'a pas respecté complètement ses promesses, celle de ne pas séparer les mères de leurs enfants. Notamment, il y a cette petite fille, Hila Roten, qui a 7 ans et qui est donc sortie sans sa maman, qui serait donc toujours détenue dans la bande de Gaza. Une note d'espoir quand même dans toutes ces histoires absolument dramatiques qu'on a voulu mettre en lumière ce soir, celle d'une petite fille qui s'appelle Emily Hand, elle a 9 ans. On se souvient que l'armée israélienne avait cru retrouver son corps du côté de la bande de Gaza peu après les attaques du Hamas. L'annonce avait été faite à sa famille, vous imaginez voilà par quel état était passée toute sa famille. Eh bien elle est libérée ce soir, cette petite fille, elle a 9 ans et elle s'appelle Emily Hand. Dominique, est-ce que l'on sait si certains de ces ex-otages qui ont donc été libérés ce soir vont être transférés dans l'hôpital où vous vous trouvez, cet hôpital Schneider, qui hier a accueilli plusieurs enfants? En fait, il y a différents centres hospitaliers qui ont été ouverts et qui se sont préparés à recevoir de nombreux otages. À Schneider, vous le disiez hier, on a reçu tous les enfants ainsi que les mères de famille. C'est un hôpital qui est spécialisé effectivement dans la petite enfance, mais on sait qu'il y a un autre hôpital de la banlieue de Tel Aviv, un gros groupe hospitalier, qui sont aussi préparés à recevoir ces otages, à la fois les adultes, mais également les enfants, avec à chaque fois une mise sous cocon de ces personnes. On va leur préparer bien sûr un espace dans cet hôpital, des chambres qui leur sont réservées, un espace aussi, et ça c'est important, où elles vont pouvoir échanger et revenir sur leur expérience entre eux, sur ce qu'ils ont vécu. On sait que ça c'est un moment très important en fait pour tenter, non pas de rebondir, mais de réussir un peu à repartir de l'avant et surtout à ne pas garder en soi ce qui pourrait devenir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois ce stress post-traumatique qui peut marquer à vie comme ça s'il n'est pas suffisamment et trop si rapidement traité. Dernière question, Dominique Marie, parce que vous êtes sur place et que c'est important de nous raconter ce qui se passe autour de vous. Je me souviens qu'hier, au moment de l'arrivée des ex-otages du Hamas, il y avait des gens du quartier qui s'étaient réunis autour de l'hôpital Schneider, une sorte de comité d'accueil avec des messages, des drapeaux. Est-ce que c'est aussi le cas ce soir? Racontez-nous ce qui se passe à l'extérieur de l'établissement. Non, pour tout vous dire, tout est calme ce soir. D'abord parce qu'il est très tard ici en Israël. Il est pas loin de minuit et demi à Tel Aviv, donc il est beaucoup plus tard qu'hier à l'heure à laquelle sont arrivés effectivement les premiers otages. Et puis c'était un moment symbolique, c'était les premiers otages qui étaient libérés. Et puis on sait désormais ce soir que effectivement la plupart des otages de ce soir, en tout cas qui sont libérés, vont être probablement transférés vers l'hôpital que je vous décrivais, qui se situe un peu plus loin de celui où je me trouve à présent, à une vingtaine de minutes par la route. Mais les gens sont toujours très attentionnés parce qu'il y a beaucoup de familles qui est venue évidemment voir aujourd'hui les otages qui sont ici. C'est 4 enfants et ses mamans. Il y a aussi une grand-mère qui est là. Regardez d'ailleurs, je vais vous montrer cette petite chose. Hier, je vous montrais les canards qui ont été mis ici par le personnel hospitalier qui symbolisent tous ces enfants et tous ces jeunes. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a amené au gardien un sac avec ces petites cocottes en papier là que vous apercevez comme ça pour qu'ils puissent être remis tout simplement aux familles et aux enfants pour qu'ils puissent... ça paraît rien mais c'est un petit jouet, une petite attention. C'est pour vous dire à quel point effectivement la société israélienne dans son ensemble est absolument très attentive au sort des otages et aux heures qu'ils sont en train de vivre en ce moment.
Merci beaucoup pour ces dernières précisions, Dominique Marie, en direct de l'hôpital Schneider. Je vais saluer ceux qui m'accompagnent aussi sur ce plateau. Élie Corchia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Consistoire central de France, avocat également au barreau de Paris. Bonsoir Dominique Tsepielak. Est-ce que je l'ai bien dit? Non, c'est pas grave. Moi, j'en étais sûre. Dites-moi comment on le dit alors. Chez Pielac. Chez Pielac, psychologue, doctorant, et on a besoin ce soir d'un psychologue pour essayer de comprendre, d'imaginer un tant soit peu ce qu'ont pu vivre, notamment ces ex-otages, mais aussi leurs proches, leurs familles, ces familles qui les attendaient notamment, qui attendaient ce soir de savoir ce qui allait se passer sur cette place qui a été rebaptisée la place des otages dans le centre de Tel Aviv. On est encore évidemment avec Jérôme Klech. Bonsoir Jérôme. Patrick Sauce, bonsoir à vous Patrick. Et Nicolas Tenzer est aussi resté avec nous. Je voudrais qu'on regarde une photo tout d'abord, Patrick, de cette jeune fille qui s'appelle donc Émilie Tony Korenberg Hand, qui fait partie de ces otages. Des vivants. Libérés ce soir. Des vivants. Fait partie des vivants, tout c'est d'abord. ce dont parlait Elle a 9 Dominique. ans. Elle a 9 ans et pour sa famille, elle était morte. Voilà, c'est ce qu'expliquait Dominique. Son corps avait été retrouvé, c'était sûr, et le deuil allait devoir commencer. Et puis, Incroyable les histoire. preuves de vie sont arrivées là. Quand on a dit à sa famille, eh bien, non seulement elle est vivante, c'est une preuve de vie, mais en plus elle va sortir. Et donc elle est sortie ce soir, elle est à Kerem Shalom en ce moment même, c'est sur le sol israélien, et elle va partir en hélicoptère avec les autres. Alors on va pouvoir Et parler comment de... expliquer, parce qu'il faut revenir sur cette histoire hors norme, comment expliquer qu'on l'ait crue morte à un moment donné? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, on a un petit peu oublié... Ou qu'on l'ait dit morte? On a oublié un peu toutes ces recherches de corps. Il y a quand même des archéologues en ce moment qui sont sur le sol israélien à essayer de retrouver des ossements comme si c'était des fossiles de plusieurs millions d'années, parce que on a été réduit, chez certains, à l'état de fossiles. Il y a des questions sur le côté extrêmement sacré du corps, évidemment, dans la religion juive. La question de se poser, est-ce que on enterre des gens avec leur voiture, parce qu'ils ont brûlé dans leur voiture? Donc on en est là, avec peut-être des éléments d'identification qui n'étaient pas forcément possibles jusqu'à l'ADN, et donc... dans la panique, dans les difficultés. Enfin, on est sur des chiffres absolument énormes, 1200, 1300 morts. Eh bien, on a cru le seul problème, c'est qu'il y a des nouvelles extraordinaires comme ça, et puis il y a des nouvelles absolument terribles. Dominique l'a dit aussi, il y a des enfants qui sont rentrés en Israël sans leur maman ou sans leur sœur. Il y a depuis hier des enfants qui sont revenus sans leur papa, avec un sort qui s'annonce terrible, parce que ce sont des hommes, justement. Et puis, il y a la découverte, et ça, on va pouvoir en parler, sur l'aspect psychologique, voire presque psychiatrique, d'apprendre que, en fait, ce sont les seuls survivants, comme certains de leurs ancêtres il y a 80 ans. Dominique Tsepielak, qu'est-ce qui peut, pour rester sur l'histoire, celle-ci se termine bien, sur l'histoire de cette petite fille de 9 ans, qui donc... finalement, est vivante, elle est libre, alors que ses parents l'ont crue morte. Comment peuvent-ils gérer une telle situation? Qu'est-ce qui a pu se passer dans leur tête? Alors, énormément de choses déjà, parce que, et là ça me rappelle Nice, j'avais suivi des enfants... L'attentat de Nice. Nice, j'avais suivi des enfants à Beslan, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2004, en Ossétie du Nord. Et c'était beaucoup de choses, parce qu'il y a le traumatisme tel qu'on le voyait à Nice, mais vous avez une prise d'otage. Donc ça fait référence à ce qu'avaient vécu les enfants un peu à cet âge-là à Beslan, où ils étaient entre eux, ils pouvaient pas sortir. Alors il y a le traumatisme, oui, mais il y a, j'ai envie de vous dire, dans ces situations où le temps rajoute tout le temps, vous avez une sorte de maltraitance, puis vous avez le deuil, puis pour l'enfant lui-même, enfin le deuil potentiel. Il y a des enfants comme ça dans les situations où le parent meurt à côté, où là peut-être il y a des gens de la famille qui sont morts, ils savent pas. Enfin, donc vous voyez, il y a tout un, il y a un cumul comme ça de situations qui poussent un peu les extrémités de ce que peut ressentir un être humain. Et en fait, j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, il faut déjà prendre en compte le nombre d'éléments présents.
Est-ce qu'il y a traumatisme? Est-ce qu'il y a deuil? Est-ce qu'il y a eu maltraitance? Vous voyez? Faire un état des lieux de la situation. Oui, parce que vous ne prendrez pas la personne de la même façon De la même manière, chat. évidemment. Et des petits loups comme ça à 9 ans, il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte. Vous parliez des parents. Moi, je travaillais, en tout cas à Nice, je travaillais toujours avec les parents. On peut pas travailler avec un enfant sans travailler avec les parents parce que les parents retrouver un enfant comme ça pensant qu'il est, enfin je sais pas Je lisais en préparant cette émission que parfois des enfants qui ont vécu une telle situation peuvent se mettre à régresser d'un coup, à ne plus savoir marcher, à ne plus savoir parler parce qu'ils veulent, comme s'ils voulaient rajeunir, revenir au temps d'avant, avant ce qui s'est passé. Vous avez déjà vu ça? Oui, parce qu'en fait, des enfants comme ça sont en train de construire leur repère, en train de construire leur identité. Donc, quand vous avez des événements comme ça qui viennent, ça arrête un peu un cours normal, un processus. Vous voyez, donc c'est pas pareil chez les adultes. Et par ailleurs, les enfants, vous voyez bien, enfin dans ces âges-là, généralement quand ils vont pas bien, ils disent j'ai mal au ventre. Mais ça veut tout dire, ça veut rien dire. Donc parler à des enfants comme ça, c'est très compliqué parce que déjà eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils ressentent. Donc avant qu'ils aient appris à comprendre ce qu'ils ressentent, ils se retrouvent dans une situation où ils ressentent des choses extrêmes et il faut donc faut leur apprendre par ce moyen à ressentir normalement. Donc donc il faut passer aussi par les parents parce que c'est eux qui aident le mieux, la famille. Il y avait des situations comme ça. Enfin, tout ça, évidemment, va prendre du temps. Et d'ailleurs, celle qui dirige le service de psychologie ou de psychiatrie de cet hôpital Schneider a tenu une conférence de presse pour parler des enfants qui ont été accueillis hier, les premiers enfants libérés. Et elle a dit, s'ils vont bien physiquement, on n'est pour l'instant pas du tout apte à dire dans quelle situation ils sont sur le plan psychologique. C'est beaucoup trop tôt. Comment vous l'avez vécu, vous, cette soirée et surtout ces rebondissements auxquels on a assisté, signe que finalement cet accord, cette opération inédite qu'on commande depuis hier est extrêmement fébrile, extrêmement fragile. En fait, ça peut vraiment capoter à tout moment. Et on le disait hier. On en a eu la preuve aujourd'hui. C'est clair. On le disait dès le début. On savait très bien qu'il y avait une grande fragilité. Quand on est face à un mouvement islamiste, terroriste comme le Hamas, il faut bien savoir que jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde, tout est possible. On a vécu, et quand je dis on, nous on est ici, on est français, on est dans un certain cadre, mais quand on est en Israël, quand on pense à ces familles qui ont vécu cette journée terrible avec ces dernières heures, sans savoir si les otages vont être finalement libérés ou pas, il y a un jeu psychologique très pervers, très cynique, qui est organisé par le Hamas, qui essaye aussi de faire monter les enchères. Et j'allais dire que on a l'impression qu'après la torture physique qu'il y a eu, notamment après le 7 octobre, il y a une torture presque psychologique que des familles sont obligées de vivre aujourd'hui, avec des scènes très compliquées. Vous parliez effectivement de cet enfant qui finalement revient à la vie alors qu'on avait pu la croire morte, mais il faut savoir aussi qu'il y a eu beaucoup de cas inverses. Je pense à Viviane Silver, grande dame, grande militante de la paix, notamment en Israël, israélienne et canadienne, qui a 74 ans. On pensait qu'elle était otage. Et finalement, après 5 semaines de travail des archéologues, comme vous l'avez dit, il faut voir l'état des corps qui ont été récupérés. Mais finalement, il y a une semaine, on a découvert qu'elle faisait partie des personnes décédées. Donc effectivement, il y a beaucoup de nouvelles comme ça qui sont dures. Et moi, je voulais revenir sur un point que je voudrais préciser d'ailleurs devant vous, parce que ça montre bien aussi la cruauté, la perversité de la cruauté des personnes qui détiennent ces otages. C'est ces enfants dont on avait dit, on avait cru légitimement qu'ils allaient être libérés avec leurs parents, qu'on n'allait pas séparer notamment des mamans, des enfants. Et là, Ila Rotem, qui fait partie des enfants qui a été libéré ce soir, 12 ans, eh bien, elle revient en Israël libre, sans sa maman qui reste otage du Hamas. Et donc ça, c'est des scènes terribles. Parler du plan psychiatrique ou psychologique, une enfant qui revient après avoir été otage, dont le père a été déjà tué, et dont la maman reste avec les otages, c'est très dur. Et 2 autres enfants, je veux le dire ici, 2 précisions qu'on m'a données tout à l'heure, 2 autres enfants, Alma, 13 ans, et son frère aîné, Noam,
qui viennent d'être libérés, qui font partie des enfants otages, des adolescents otages qui rentrent et qui, eux aussi, leur mère avait été tuée, assassinée, leur papa était otage avec eux et leur père reste otage du Hamas et les 2 enfants reviennent. Donc vous voyez, une maman qui reste otage et dont la fille jeune adolescente revient, et là 2 enfants, 2 jeunes adolescents qui retournent à la vie, qui sont libérés alors que leur père, il ne leur restait plus que leur père, et leur père n'a pas été relâché. Il y a des histoires terribles derrière ces visages qui s'affichent à l'écran, ces visages de ces ex-otages, des histoires depuis le 7 octobre que vous venez de raconter. Là, clairement, Nicolas Tenzer, on est dans la guerre psychologique. Oui, on est dans la guerre psychologique. Et puis, juste avant, peut-être un rappel. Quand on voit le nombre d'otages qui a été libéré, c'est à peine plus de 10% des otages. Il ne faut jamais l'oublier. Ouais. C'est-à-dire qu'on a quand même une très grande majorité, presque 90, 86, 85%, qui restent, pour autant qu'ils soient tous vivants, et ça on ne le sait pas nécessairement, aux mains du Hamas. En termes d'opération, effectivement, de communication, ce qui était très frappant, on l'a vu avec les images d'hier, on le voit moins aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on voit des otages qui sont libérés et qui sont en bonne santé physique, on se dit, mais finalement, ces gens ont été bien traités. Et donc, la réalité, c'est qu'on est quand même d'abord dans un crime de guerre, parce que prendre des otages, c'est un crime de guerre sur le plan juridique, ça il ne faut jamais l'oublier, et que deuxièmement, on est quand même devant un groupement terroriste qui a commis les crimes massifs, crimes contre l'humanité avec tendance génocidaire, auxquels qu'on a constaté le 7 octobre. Et qui, aujourd'hui, je dirais, on a presque tendance à l'oublier. Et il y a un risque qu'on oublie, effectivement, la véritable nature de ce mouvement. Parce qu'on a cette communication, on se dit, ah voilà, il libère les gens. Et le deuxième problème, c'est effectivement le risque de faire un faux parallèle entre, d'un côté, les otages que l'on voit là, donc qui sont détenus, et c'est un crime de guerre, et puis de l'autre, des prisonniers. Alors, chacun peut avoir un avis sur la politique d'Israël, sur la manière dont ils étaient condamnés, pourquoi condamnés, où ils étaient en garde à vue, pourquoi. Mais ce sont quand même des personnes qui ont commis un certain nombre de délits, a priori. Donc c'est pas du tout la même nature. Et donc parfois on voit cette mise en équivalence dans certaines bouches. Et je trouve que c'est extraordinairement dangereux de faire cette confusion parce que cela relativise le crime majeur qui est la prise d'otages. Et en l'occurrence, ce sont donc 39 détenus palestiniens qui ont d'ores et déjà été libérés. Patrick Sauce, on a des informations à ce sujet. Normalement, il y a un décalage entre le moment où les otages du Hamas sont libérés et arrivent sur le sol israélien et le moment où on libère les détenus palestiniens réunis dans une seule prison. Vous avez compris que chaque soir, on va devoir analyser un nouveau scénario. Là déjà, on est sur un horaire qui est beaucoup plus tardif, mais au moins l'issue est heureuse, y compris pour les prisonniers palestiniens. Il y avait un fantastique article de Jean-Philippe Rémy dans Le Monde, daté de demain, que je vous engage à lire. Il a suivi des prisonniers palestiniens qui sont rentrés chez eux, sous bonne escorte de l'armée israélienne. Ils sont rentrés notamment à Jérusalem-Est. Les soldats israéliens étaient arrivés dans les appartements en disant on veut pas qu'il y ait de fête, on veut pas qu'il y ait de petits gâteaux et surtout du calme. Donc une énorme tension aussi. Et donc il faut gérer ça. Surveillée. Plus que surveiller, avec une interdiction de troubles à l'ordre public, c'est-à-dire de rassemblement. Et donc, ça aussi, il va falloir le gérer, parce qu'on parle évidemment de tout le... Et c'est bien normal, et les Israéliens ont toujours été très forts dans le traitement du syndrome post-traumatique, mais il y a ces gens qui rentrent dans les territoires palestiniens où... étonnamment, et c'était le but du Hamas, vous voyez des drapeaux du Hamas qui fleurissent. Et de ce côté-là, ils ont gagné leur bataille politique dans les territoires palestiniens. Mais donc, a priori, on devrait avoir des images comme hier, plus tardives. On est toujours étonné par la réalisation, parce que je ne sais pas si vous avez vu sur la prison, on est au drone, tout ça. Et en même temps, c'est allé un peu trop loin il y a 1 heure, quand on a montré les images. C'est-à-dire que ça a tellement dézoomé qu'on a vu des Palestiniens sur la colline autour d'Ofer balancer des pierres, jeter des pierres sur rien du tout parce que les soldats étaient très loin, mais ça donne une idée de l'atmosphère extrêmement pesante. On le rappelle, pour le coup, les Israéliens font preuve de transparence. Ils ont 300 noms.
Voilà, c'est-à-dire 150 plus 150 au cas où la trêve avancerait. Et la liste est faite tous les jours par les autorités israéliennes. On rappelle, le but de cet accord, c'est de faire libérer 50 otages israéliens au total contre 150 détenus palestiniens, avec une fenêtre de 4 jours. 4 jours de trêve potentiellement reconductible. Ce que l'on constate d'ores et déjà aujourd'hui, Jérôme Klech, c'est que la manière dont ce deuxième groupe d'otages a été libéré aujourd'hui n'est pas exactement la même qu'hier. Le parcours de ces ex-otages n'était pas le même que ceux d'hier. Comment l'expliquer et racontez-nous ce qui s'est passé en l'occurrence pour eux ces dernières heures. Par quelles étapes ils sont passés? Alors en effet, le parcours semble avoir été quelque peu écourté, allégé par rapport à hier, avec de possibles hypothèses qui seraient que sans doute le centre de gravité de la difficulté de cette deuxième tranche de libération d'otages se soit déporté non plus sur les modalités qui consistaient à donner des garanties de sécurité au Hamas par rapport au fait de ne pas se dévoiler, par rapport au fait de pouvoir brouiller les pistes entre le moment de la libération des otages et le transfert vers Israël, par rapport au fait de ne pas s'exposer vis-à-vis finalement des forces israéliennes. Et puis, de l'autre côté, pour Israël, une certaine garantie que le Hamas ne se régénérera pas trop pendant ces jours de trêve. L'idée, c'est d'aller le plus vite possible. Exactement. Or, le centre de gravité de la difficulté s'est déplacé précisément de ce côté-là, puisque ce qu'a dit le Hamas, c'était que Israël ne respectait pas vraisemblablement la trêve, puisque dans cette trêve, il fallait que l'aide humanitaire afflue vers le nord, et c'était vraisemblablement, au dire du Hamas, pas le cas. Or, ce que conteste Tzahal, juste pour commenter la carte qui nous parvient, Jérôme Klech, les otages, lorsqu'ils étaient aux mains du Hamas, lorsqu'ils étaient encore aux mains du Hamas, ont donc été transférés vers Rafah, puis ensuite Kerem Shalom, c'est ça? Alors d'abord la Croix-Rouge avant Rafah, ensuite Rafah, puis Kerem Shalom qui constitue en fait un poste frontière. C'est la Croix-Rouge qui les amène à Rafah. Tout à fait. Ensuite, Kerem Shalom. Voilà, avec les forces égyptiennes et toujours la Croix-Rouge. Et ensuite de Kerem Shalom, hier, à Kuntila, beaucoup plus au sud, qui constituait finalement une possibilité pour s'extraire à distance de la bande de Gaza, avant d'aller sur la base aérienne d'Aretsim, donc par ici, et ensuite d'aller vers les différents hôpitaux de Tel Aviv. La base aérienne d'Aretsim constituait en quelque sorte la zone pendant laquelle non seulement il devait y avoir évidemment une assistance médicale d'urgence, mais aussi une possibilité de débriefer les otages pour recueillir sans doute un certain nombre d'informations. Cette phase-là a été escamotée pour des raisons en fait que l'on ignore. Au dire du porte-parole de Tzahal, ce n'était pas nécessaire d'imprimer finalement une contrainte supplémentaire sur des otages déjà fortement malmenés. Autant sauter certaines étapes si elles ne sont pas nécessaires. Voilà, parce qu'encore une fois, le centre de gravité de la difficulté, cette fois-ci, c'était sur le respect des accords de la trêve. Encore une fois, cette aide au Nord, qui vraisemblablement, cette aide au Nord, ne peut que faciliter la régénération du Hamas, et on comprend pourquoi Israël a dû être extrêmement regardant là-dessus. Et puis aussi les critères de libération des détenus qui semblaient, d'après le Hamas dit Tzahal ne joue pas le jeu, on ne libère pas les bonnes personnes. Et voilà, parce que vraisemblablement, ces détenus palestiniens, encore une fois, ont tous été appréhendés puis condamnés pour des tentatives d'attentats, plus ou moins importantes, mais des tentatives d'attentats, donc des actes terroristes. Et à chaque fois qu'il y a des détenus, j'allais dire, remis dans la nature en Cisjordanie, c'est autant pour renforcer le Hamas à moyen terme. Donc on comprend aussi qu'Israël soit extrêmement regardant. Mais est-ce que ces accusations démenties par Tzahal sont vraies? De quelles informations dispose-t-on et comment il faut interpréter cette posture? Alors sur la réalité des informations, personne ne peut l'attester, mais on reconnaît malgré tout que les atermoiements ont retardé la libération des otages. Ce que l'on peut déduire de tout ça, c'est qu'effectivement, la prudence est de mise pour les différentes tranches qui vont venir, parce que la pression va monter et chacune des deux parties va être extrêmement regardante. Pourquoi? Parce qu'en fait, côté Hamas, il va falloir libérer ce qui constitue son assurance vie majeure, c'est-à-dire les binationaux. Pourquoi? Parce que les binationaux assurent d'une certaine manière une internationalisation du conflit. Voilà.
Or, quand le Hamas aura libéré des binationaux, des Américains, des Français, etc., de fait, ce qu'ils craignent, c'est qu'il y ait un projecteur qui finalement s'éloigne un petit peu. Et de l'autre, pour les Israéliens, il y a aussi cette crainte que jour après jour, il soit de plus en plus difficile de reprendre le combat au vu et avec l'adhésion de la communauté internationale, c'est-à-dire de pouvoir reprendre véritablement les frappes avec intensité, comme ils l'ont toujours annoncé, en disant que la guerre restait contre le Hamas, même s'il y a eu finalement une petite inversion des objectifs momentanés, mais la guerre contre le Hamas, et cette reprise va être extrêmement difficile à mesure que les jours de trêve avancent. Et à donc, plusieurs reprises, effectivement, ce soir, Voilà. Israël Donc, a menacé chacun sera de très regardant reprendre sur les critères. l'opération militaire, de reprendre les bombardements, alors que l'autorité pénitentiaire israélienne annonce donc avoir libéré les 39 prisonniers palestiniens, alors que les 20 otages du Hamas, ça y est, ont été relâchés. Ils sont sur le sol israélien. Le fait qu'il n'y ait aucun Américain, aucun Français pour l'instant parmi les otages, Nicolas Tenzer, est-ce que c'est aussi une manière pour le Hamas d'inciter la France et surtout les Américains à ce que ces pays-là demandent au gouvernement israélien de prolonger la trêve? Est-ce que ça peut être une manière de gagner du temps? Alors, c'est certainement une manière de gagner du temps. C'est-à-dire que plus la trêve dure, plus le Hamas a une possibilité, bien sûr, de se renforcer, de se réarmer. Parce qu'il va le faire sans Oui, bien nul sûr, doute. il veut absolument le faire. Et d'une certaine manière, on va vous voir dire que c'est extraordinairement difficile, effectivement, pour Israël aujourd'hui, de dire, ben voilà, on a eu 4 jours, on a libéré moins de 15% des otages, et puis on va reprendre le combat, et puis qu'on va vers des autres, et en particulier des binationaux. Mais même vis-à-vis de l'opinion publique israélienne, le fait qu'on ait encore des Israéliens, même pas non binationaux, qui soient détenus, c'est extraordinairement difficile. Et bien sûr, on a l'impression que le Hamas va jouer avec cela. Parce que là aussi, c'est une Donc forme... il est le maître des c'est une horloges. forme, ben oui, c'est une forme d'assurance. C'est-à-dire que le jour, admettons, du point de vue du Hamas, le Hamas peut se dire, mais le jour où il n'y a plus d'otages, eh bien Israël va y aller totalement, sans aucune retenue. Il n'y a aucune raison, effectivement, qu'Israël ne le fasse pas. Donc là, je pense que dans la psychologie du Hamas, ils ont intérêt à garder jusqu'au bout, alors jusqu'au bout de quoi, un certain nombre d'otages. Et c'est ça la vraie difficulté. Le deuxième point, très rapidement, c'est bien sûr que aujourd'hui, le Hamas est en train de se renforcer politiquement devant une autorité palestinienne qui est plus qu'évanescente. Et on sait très bien que quand on parle, c'est ce que font la plupart des puissances occidentales, de paix, d'accords de paix, de reprise des négociations, de Camp David ou d'accords d'Oslo bis, etc. Eh bien, avec le Hamas, c'est évidemment totalement impossible. Avec le gouvernement de Netanyahou, je pense aussi d'ailleurs, pour d'autres raisons, je ne fais pas de parallèle entre les deux, mais je pense que ça aussi, c'est une vraie équation et un vrai sujet pour les Occidentaux. Patrick. Une petite note positive tout de même, c'est que cette crise, elle a pu être arrêtée Assez vite. parce que une partie a tapé du poing sur la table. C'est l'Égypte. L'Égypte qui a dit on arrête de jouer. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des coups de fil. Il y a eu aussi, selon plusieurs médias israéliens, une délégation, pas de soldats, pas d'officiers, des généraux qui sont allés à Rafah pour faire pression sur le Hamas. Et donc, le Hamas s'est retrouvé assez vite isolé, avec en 2 mots aussi cette communication du Croissant Rouge palestinien qui a dit « c'est la première fois qu'on met autant de camions humanitaires dans le nord de la bande de Gaza » pour contrecarrer la communication du Hamas. Donc, ils ont dévoilé leurs cartes, ils ont montré les griffes, le Hamas, mais au final, ils ont montré aussi leur isolement dans cette partie qui est absolument terrible, puisqu'on est déjà à la moitié de cette trêve. Élie Korcha, pour conclure, alors qu'on voit des images de l'hôpital Sheba dans le quartier de Ramat Gan, c'est ça, c'est un quartier, le quartier de Ramat Gan à Tel Aviv. On est à quelques encablures de Tel Aviv. Hein, Ouais, on est dans où la ville certains de des otages Ramat Gan. libérés ce soir, des ex-otages libérés ce soir, devraient être transférés. Vous vouliez... Il y a une véritable, voilà, il y a une véritable organisation médicale, psychologique qui est en train d'être mise en place, Et un évidemment, pays pour qui les, retient pour les son accueillir. souffle, en fait. Un C'est pays ça qui qu'on chaque voit jour sur- retient son souffle. Le pays est complètement uni. Il y a pas de, il y a un pays qui est uni totalement derrière chaque otage libéré, derrière l'angoisse aussi de toutes celles et ceux qui sont encore aujourd'hui prisonniers. Vous l'avez dit. Moi, ce que je voudrais simplement redire, c'est que on a parlé de la Croix-Rouge puisqu'elle a servi d'intermédiaire pour reprendre les otages et les ramener. Ce qui est quand même terrible aujourd'hui, c'est que la Croix-Rouge n'a même pas encore été autorisée depuis 50 jours et n'a même pas pu
intervenir aujourd'hui pour voir les otages qui sont encore vivants et comment ils sont détenus. C'était l'une des demandes qui avait été formulée. Les prochains jours devront aussi, on l'espère, nous amener des bonnes nouvelles, qu'on espère, pour les otages qui sont encore détenus.